Hello, si tu veux partir à Bali et que tu veux en savoir plus sur les visas, le coût de la vie et comment tu peux trouver un logement, alors cette vidéo est faite pour toi. Je suis partie de moi à Canggu, j'ai fait plein de vidéos sur mon chaîne YouTube, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo et je vais donc te partager tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir à cet endroit. La première chose à savoir c'est les visas parce que tu as besoin d'un visa pour pouvoir aller à Bali et tu as donc plusieurs types de visas. Tu as les visas touristiques de 60 jours maintenant qui existent, c'est celui que moi j'ai pris du coup et ensuite tu as un autre visa donc de 30 jours. Par contre, si tu veux rester plus longtemps que ces 30 jours, tu es obligé de le renouveler. Du coup, plusieurs solutions pour toi. Soit tu prends un visa de 30 jours et si tu veux rester plus longtemps, dans ce cas-là, il va falloir que tu le renouvelles par la suite. Mais tu dois absolument avoir un billet retour qui prouve que tu vas rentrer dans ces 30 jours-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu fais un aller-retour dans un autre pays, donc tu vas visiter par exemple l'Australie, Malaisie, tu peux aller Thaïlande, etc. Donc soit tu prévois un petit voyage de quelques jours pour sortir du territoire, revenir et te refaire un visa de 30 jours. Ou option 2, tu achètes un faux billet ou alors tu achètes un vrai billet d'avion que tu dois annuler par la suite. Et du coup, tu prouves donc à Bali que tu as bien un billet pour sortir du territoire, mais tu renouvelles ton visa avant et comme ça tu peux l'annuler. Donc soit tu le fais en avance sur le site officiel ici où tu peux donc demander un visa, moi c'est ce que j'ai fait. Par contre, tu peux aussi le faire le jour J à l'aéroport si tu veux un visa touristique de 30 jours. Et si tu n'as pas de billet de retour, de toute façon, ils vont te forcer à en acheter un puisque c'est le règlement là-bas, tu dois avoir un billet de sortie pour prouver tout simplement que tu sors du territoire. Ensuite, tu as plein d'autres types de visas qui peuvent te permettre de rester plus longtemps, 4 mois, 1 an, etc. Ça va dépendre donc de ce que tu veux faire et tu as d'autres critères qui vont être par exemple les revenus que tu génères. Enfin voilà. En tout cas, sur le site officiel, tu as toutes les informations nécessaires. Personnellement, j'ai tout fait avant puisque j'ai pas envie d'avoir ce stress-là. Tu as aussi 2 documents à remplir, mais de toute façon, dans le pire des cas, tu peux le faire aussi le jour J à l'aéroport. Mais c'est une déclaration de douane et un guide de santé. En fait, il te demande si tu es malade ou pas. Voilà, c'est vraiment ça les 3 documents du coup que tu dois faire pour aller à Bali. Ceux qui ont regardé les vlogs savent qu'on a un copain le chat qui s'incruste dans toutes nos vidéos et là il est encore là donc j'espère qu'on n'entend pas trop parce qu'il n'arrête pas de miauler. Ensuite, où s'installer à Bali. Donc du coup ça dépend pourquoi tu viens à Bali, si c'est pour voyager, si c'est pour travailler, etc. Si c'est pour voyager, bah évidemment il faut que tu prévois un itinéraire pour pouvoir visiter Uluwatu, Lovina, les îles Gili, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire là, mais en tout cas de mon côté c'était plus pour travailler et donc j'ai choisi de me mettre à Canggu puisque c'est une ville où il y a énormément d'expatriés, de créateurs de contenu, de digital nomades, etc. Et donc, il y a plein d'infrastructures qui sont faites pour. T'as des cafés, le débit Wi-Fi est très bien, il y a des coworking. T'as vraiment plein d'endroits très sympas pour travailler, pour rencontrer des mondes qui font en fait la même chose que toi. Donc, en tout cas, je peux te recommander Canggu. Il y a plein de personnes qui vont te dire que Canggu, c'est pas une ville très agréable, parce que c'est vrai que c'est pas la ville la plus touristique et la plus belle quand on part à l'autre bout du monde. On veut voir des belles plages, etc. Donc là, c'est pas forcément le cas. Mais quand on se fait expatrier ou qu'on veut partir pour travailler, on recherche pas non plus le même cadre de vie. Là, on peut faire du sport, tu peux vraiment aller manger facilement, donc c'est plutôt sympa. Et par contre, j'avoue que c'est assez bruyant, moi je crains le bruit et j'aime pas trop ça. Du coup, je peux te recommander en tout cas d'aller un petit peu plus dans le nord de Canggu où tu as des zones qui sont légèrement reculées et beaucoup plus calme et beaucoup plus agréable. Du coup, j'essaierai de mettre une carte ou en tout cas de mettre des coins dans un bar d'infos pour justement que tu aies des coins plus. Je te conseille aussi d'aller à Pererenan, c'est très bien, c'est calme, c'est à côté de Canggu et vraiment dans le nord et sur certaines zones, c'est beaucoup mieux. Au début, j'étais la première à être au bord de la mer pour en profiter au maximum, mais vraiment, c'est pas les meilleurs coins. Donc, en tout cas, pour te loger, je te conseille de te remonter un petit peu plus si en tout cas tu veux loger à Canggu. D'ailleurs, on va donc parler des logements et à Bali, le logement est assez cher ces dernières années, ça a énormément augmenté. Et donc, je te conseille de t'y prendre très tôt en avance. Sur Airbnb, j'avais vu des villas vraiment très sympas et pas chères du tout. Si vous êtes nombreux et que vous pouvez partager une villa, c'est encore mieux. Dans ce cas-là, vous allez avoir des trucs encore plus sympas. Par contre, il faut se dire qu'en moyenne, si vous partez solo, le prix d'une nuit, c'est entre 30 et 40 euros. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils peuvent se loger pour une vingtaine d'euros, mais ça va être en dortoir. Et personnellement, je trouve que c'est assez cher, payer beaucoup plus et avoir ma propre chambre et ma propre salle de bain. Parce que personnellement, c'est pas le type de voyage que je recherche. Mais faut bien compter en moyenne 30 à 40 euros la nuit. Voilà, pour avoir une chambre de bain privée et une chambre, c'est quand même assez cher parce que quand on calcule sur un mois, vraiment, si je fais une moyenne même à 40 euros la nuit, ça fait vite 1200 euros par mois pour une chambre, ce qui reste très cher pour Bali. Je trouve que c'est vraiment le petit point noir, c'est que les logements sont assez chers. Par contre, oui, tu peux prendre des guest house, donc des maisons au mois qui sont moins chères, qui vont être entre... Il y a des personnes qui ont vraiment des guest houses à 350 euros. Mais personnellement, je pourrais pas vivre dedans. Par contre, il y a des guest houses un petit peu plus propres qui font entre 500 et 700 euros. Bien même 500 euros. Là, il faut les contacter en direct via WhatsApp. Si en fait tu fais pas ça, tu peux pas vraiment avoir les tarifs, etc. Et toujours demander donc les tarifs dégressifs puisque justement ils font des tarifs qui sont
beaucoup moins cher pour ça. Et pareil, je vous mettrai la liste des guest house qu'on m'avait recommandé. Moi du coup j'ai pas pris ça parce que je voulais être libre de mes mouvements. Donc en fait je comprenais pas l'intérêt de prendre une maison pendant un mois alors que je voulais quand même voyager. C'est l'intérêt pour moi de faire du nomade, c'est pas de vraiment travailler à un endroit fixe. En tout cas là j'avais envie de bouger parce que j'étais jamais vraiment venue. Et surtout que vu que c'était la première fois que j'allais à Bali et que je connaissais pas, je voulais pas me coincer dans un endroit où je savais pas. Donc c'est pour ça que là je vous dis que les guest houses que je vous mets en barre d'infos, c'est des guest houses qu'on m'a recommandé, qui sont propres et surtout qui sont des endroits sympas. Vous avez juste à les contacter sur WhatsApp et à leur demander en fonction de vos dates et vous verrez il y a des trucs très cool. Donc voilà pour les guest house. Et ensuite sinon moi j'avais fait vraiment du booking et du Airbnb, donc voilà, pour tout ce qui est villa, hôtel, franchement c'est absolument classique. Il y a juste cette petite particularité, c'est que je voulais trouver des logements un petit peu moins chers ou un petit peu plus long terme. Et pour ceux qui vraiment cherchent du long terme, pour avoir entendu beaucoup de personnes en parler, il y a vraiment beaucoup d'arnaques et surtout les photos sont plus vraiment d'actualité, ou alors il y a des constructions parce qu'il y a énormément de chantiers, etc. Donc vraiment ne prenez rien à l'avance. Si vous prenez du long terme, prenez un Airbnb pour les premiers mois et ensuite allez visiter et vous verrez par la suite ce que vous prenez. Mais faites attention aux arnaques et c'est en tout cas à demander des prix à WhatsApp si vous cherchez des guest house au mois, puisque c'est comme ça que vous trouverez les meilleures affaires et que vous ne ferez pas, entre guillemets, arnaque. Ah oui, et dernier point, vérifiez que l'eau et l'électricité est inclus, c'est pas toujours le cas. Voilà, ça peut vous faire monter la note à la fin, sachez-le. Ensuite, dans les autres trucs de la vie courante, pour tout ce qui est le linge, vous avez plein de laveries, etc. Donc ça, pour le coup, pas d'autres problèmes. Pour le budget et le coût de la vie, j'ai mangé tous les jours dehors, tous mes repas. Et ça peut même coûter entre 10 et 15 euros par jour, pardon, selon les excès. Donc on va dire si vous mangez local, des warung, des choses comme ça va être 3 euros le repas, un petit peu moins de 3 euros. Si vous mangez dans des restos un peu plus occidentaux, on va être entre 5 et 15 euros le repas, donc boisson, tout ça compris. Et si vous voulez manger des brunchs, c'est entre 8 et 12 euros le brunch, pareil, avec boisson, café, plat, etc. Donc si vous mangez dehors raisonnablement, vous pouvez vous en sortir une quinzaine d'euros par jour, on va dire. Ça fait 450 euros par mois. On va dire que pour 500 euros par mois, vous mangez dehors tous les jours très bien au restaurant. Même si vous dites que vous voulez pas manger au resto tous les jours, ça vous convient plus cher de cuisiner que de manger dehors. En vrai, c'est un peu ça le coût de la vie. Mais voilà ce que ça peut donner. Ensuite, pour tout ce qui est transport, vous pouvez donc louer un scooter, ce qui va peut-être représenter. C'est en moyenne bien négocié 1,5 million la location d'un scooter pour un mois. Donc 1,5 million roupies, ça fait 89 euros. Donc si vous négociez, vous pouvez avoir un scooter pour 80 euros à peu près. Un plein d'essence, c'est 5 euros. Et ensuite, sinon, vous prenez des grabs. Et pareil, une course de grabs, c'est hyper pratique. Franchement, c'est pas cher. Moi, je vous conseille de prendre des grabs si vous avez jamais pris de scooter. Ça va vous coûter en moyenne 1 euro la course. Un peu moins d'1 euro. Si vraiment vous avez plus de 10 minutes de trajet, ça peut vous coûter un petit peu plus cher. Mais à peu près, c'est ça. Il n'y a pas forcément toujours des casques. Donc personnellement, j'ai acheté un casque. Je vous recommande d'en acheter un pour votre sécurité. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, salle de sport. Salle de sport, ça va un petit peu varier. Il y a un peu de tout. Ça va de 30 à 120 euros par mois. Évidemment, vous pouvez toujours trouver des trucs très sympas et beaucoup plus chers. Personnellement, j'ai fait via ClassPass, donc c'est une appli qui vous permet d'acheter des crédits. Donc pour 35 euros, j'avais eu 25 crédits et j'ai pu faire en fait 5 activités. Donc je peux vous conseiller de faire ClassPass, ça marche aussi en France d'ailleurs, dans les grandes villes. Je sais qu'à Paris, Lyon, il y en a. Donc en plus, si vous rentrez après ou si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous en servir à l'étranger. Et vraiment, c'est le meilleur moyen, comme ça, vous pouvez tester autant de la boxe que des cours de yoga, que du pilates, que des cours de danse, que du crossfit. Enfin, vous pouvez vraiment tester toutes les salles du Canggu ou d'ailleurs. Et du coup, c'est plutôt cool. Vous pouvez varier un petit peu et tester d'autres. Et ensuite, pour tout ce qui est carte SIM, vous pouvez acheter donc une carte SIM en sortant directement de l'avion à l'aéroport. La plus connue, c'est TechOSM. Vous en avez d'autres qui sont moins chères. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous avez juste à acheter une eSIM en ligne avec Holaply, toutes ces choses-là. Vous avez plein de sites qui vous permettent de le faire. Il y a toujours des très bons deals de toute façon avec ce genre de plateforme-là. Et du coup, vous pouvez faire pareil directement depuis chez vous. Ça vous évite de perdre du temps directement en fait à l'aéroport et vous avez tout directement quand vous arrivez. Enfin, c'est beaucoup plus pratique de tout. Ou si vous voulez retirer de l'argent, moi j'ai vraiment tout payé par carte parce que j'ai une carte Boursorama, donc Boursorama et Revolut, vous avez pas de frais, donc c'est plutôt sympa. Retirer une fois dans un ATM. Pareil, faites attention, il y a beaucoup d'arnaques dans les ATM, ils récupèrent les codes de carte bancaire, il y a des ATM qui donnent pas d'argent. Regardez les avis des ATM avant de retirer ou demandez à des gens si l'ATM est safe ou pas avant de retirer. Avoir une chambre privée avec une salle de bain un peu dernière minute, vous en avez au moins pour 1500-1800 euros par mois. Donc c'est quand même cher pour Bali, je trouve. Mais voilà, c'est les prix actuels. On se rend pas compte, ça va assez au quotidien, mais il faut vous dire que vous allez dépenser au moins 50 euros par jour.
Ensuite, tout ce qui est santé et sécurité. Alors, moi, je vais absolument prendre des médicaments avant de partir, que des médicaments spécifiques que je veux toujours avec moi. Donc, j'avais regardé les réglementations, un peu compliqué, mais du coup, je les avais pris quand même. Mais pour le coup, vous pouvez vous faire livrer des médicaments chez vous, donc c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, vous avez vraiment tout en libre service, des antibiotiques, etc. Donc, pas trop de panique là-dessus, vous embêtez pas, vous achèterez tout sur place, il y a vraiment tout, ça vaut pas le coup. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'accidents de scooter, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attrapent le Bali Baby. Donc c'est une tourista spécifique de Bali. Il y en a qui me disent que c'est parce qu'il y a des énergies, ça fait ressortir les mauvaises choses dans l'eau, etc. Mais pas boire l'eau du robinet. Mais en tout cas, on mange très bien et il y a juste un petit risque d'avoir un Bali Baby un jour sur des vaccins qui sont recommandés que vous pouvez faire. Moi, je suis une mauvaise élève, j'ai rien fait, donc je peux pas vous donner de conseils là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez pas envie de le faire, personnellement, je l'ai pas fait. Donc voilà. Ensuite, il y a 2 saisons à Bali, la saison sèche et saison des pluies. Personnellement, je suis partie à la saison des pluies, donc c'était pour le coup janvier-février. La saison sèche est d'avril à octobre. Alors, il paraît que la pluie cette année, là en 2025, était un petit peu terrible. Je dois vous dire parce que je suis jamais venue avant. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y avait pas grand monde et que c'était plutôt agréable. Enfin, il y avait déjà quand même beaucoup de monde selon les moments pour la saison que c'était, je trouve. Donc je sais pas si j'aurais aimé en pleine saison. En tout cas, je peux vous recommander parce qu'il y a moins de monde et c'est plutôt sympa. Et en réalité, quand il pleut 1 heure par jour, grand maximum. Vous voyez, là, il fait beau. Donc, en vrai, je peux vous le recommander si vous aimez pas la foule, c'est un peu plus agréable. Dernier point, qui est plutôt important aussi, c'est que vous partez solo, c'est comment rencontrer du monde à Bali, comment rencontrer du monde même dans toutes les autres villes quand vous vous installez. Alors, je vous recommande de rejoindre tous les groupes de digital nomades sur Facebook. Il y a énormément de monde et il y a beaucoup de monde qui n'ose pas poster. Nous, on avait une des filles qui avait posté un message sur Facebook, on lui a tout envoyé un message, on s'est retrouvés en petit groupe. Osez poster un message, vous allez vraiment rencontrer du monde sur ce type de groupe-là. Ensuite, si vous êtes plusieurs, allez dans les espaces de coworking, puisque moi, ça m'est arrivé quand on était plusieurs de parler français, et du coup, les Français entendaient et venaient à nous. Moi, une fois, j'ai entendu 2 Françaises parler ensemble, donc j'étais allée les voir. Il faut aussi aller voir les gens. Ensuite, vous pouvez télécharger Bumble Best Friend, et là, pareil, vous pouvez voir les gens qui sont autour de vous et qui sont solos. Vous pouvez trier si vous voulez des filles, des garçons, les deux, enfin voilà. Vous avez le choix. C'est comme une appli de rencontre, mais pour des amis. Et ensuite, faites des activités sportives, yoga, sport, surf, etc. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé non plus de rencontrer que des Français. C'est même plus facile de rencontrer d'autres nationalités. Il y a énormément d'Australiens, il y a énormément de Russes à Bali. Donc voilà, vous avez toutes vos chances de rencontrer d'autres nationalités aussi et de pratiquer votre anglais ou une autre langue. Ensuite, pour la sécurité, personnellement, moi, je suis sortie ici assez en sécurité à Bali. Les premiers jours, j'avais forcément un petit peu plus de mal, mais là, c'est safe et vous allez vous sentir en sécurité. Il n'y a pas de risque là-dessus, même si vous êtes une femme et que vous partez seule. Les Indonésiens sont très sympas, les Balinais sont très très gentils. Aucun risque là-dessus, vraiment, c'est safe. Vous pouvez rentrer seul le soir, etc. Évidemment, comme dans toutes les villes du monde, ne sortez pas votre téléphone, ne sortez pas votre caméra n'importe où, etc. Vous savez pas ce qui peut se passer, c'est exactement comme à Paris. Je pourrais très bien filmer comme ça à Paris et quelqu'un viendrait me prendre ma caméra. J'ai même plus de chances que ça m'arrive à Paris qu'à Bali. Donc évidemment, faites quand même attention à ça. Donc voilà, maintenant tu sais tout, tu as toutes les informations pour pouvoir partir à Bali. Si tu veux, tu peux aller regarder mes autres vlogs. N'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo. Et si toi aussi tu recherches une activité qui va te permettre justement de faire tous ces voyages et de pouvoir un petit peu découvrir le monde, je t'invite à regarder le lien en barre d'infos où justement je t'apprends à ton tour à faire la même activité que moi et à pouvoir profiter tout simplement de la vie et faire tout ce que tu veux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt.